Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre pour le webinaire. On va le débuter dans quelques minutes, une ou deux, le temps que les différentes personnes se connectent. Peut-être très rapidement, avant de commencer, quelques points de rappel. Bien évidemment, vous pouvez, durant toute la présentation, poser vos questions. Vous avez notamment le chat sur lequel là je viens d'écrire qui est disponible. Vous pouvez aussi réagir ou tout autre élément qui peuvent vous permettre de poser vos questions. Vous allez avoir également durant le webinar des sondages sur lesquels vous pouvez participer. Hein. On va faire une restitution d'une étude, mais on est toujours preneur d'avoir des données complémentaires. Et bien évidemment, le webinar va être enregistré, ce qui vous permettra, si vous le souhaitez, de partager le replay ou d'avoir des éléments. Et on fera en sorte d'envoyer à tous les participants également le support de présentation qu'on va partager avec vous aujourd'hui. Je vous propose donc qu'on commence d'ici 1 à 2 minutes. On va pouvoir commencer. Je vois déjà qu'on n'est pas de nombreuses personnes sont connectées. Donc je rappelle, tout le webinaire est enregistré et on pourra vous faire parvenir le support et le replay. Et donc aujourd'hui, on va essayer de tenir en à peu près 45 minutes, 1 heure. L'objectif, c'est aussi d'avoir des moments d'interaction. Donc on a prévu du temps à la fin du webinaire, mais également, vous pouvez vraiment poser vos questions durant, si jamais il y a des éléments qui ne sont pas clairs ou autres. On a essayé de synthétiser l'étude. Et donc, bien évidemment, vous allez peut-être avoir des choses qui vous semblent manquantes, donc n'hésitez pas vraiment à poser les questions. On a des slides en backup si nécessaire. Et donc aujourd'hui, on va se retrouver pour vous restituer et parler d'une étude qui a été réalisée en collaboration avec Verton et Calimétrie et Hublot sur les locataires des logements sociaux. Et ce qu'on a essayé de faire dans cette étude, c'est pas seulement faire un point d'étape, évidemment, un peu un point de satisfaction, on a essayé aussi un peu de se projeter et essayer d'identifier quels pourraient être les souhaits également des locataires dans le logement social. Et donc aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, on est 3 pour vous présenter l'étude. Je vais laisser peut-être Patrick commencer en présentant Verton et son activité. Merci Flavien, donc Patrick Perret, associé au sein du cabinet Verton. En 2 minutes, Verton, on est un cabinet de conseil dédié au marketing, à la relation client et au développement commercial. On est multisectoriel, on a à peu près 200 consultants basés à Paris et nos missions se font dans toute la France et particulièrement au sein du secteur immobilier, que ce soit auprès de promoteurs, auprès de foncières et également auprès des bailleurs sociaux sur des sujets relations clients, stratégie servicielle et développement commercial. Donc ce sont des sujets qu'on adresse chez vous régulièrement. Voilà, enchanté de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire. Je laisse la parole peut-être à Alix si elle veut présenter la Calimétrie. Bonjour à tous, merci Flavien. Du coup, je suis Aline Delachaux, moi je suis consultante chez Calimétrie. Donc Calimétrie, on est un cabinet d'études spécialisé dans l'expérience client. On est environ 200 collaborateurs et on est situé dans le nord, près de Lille. On accompagne nos clients dans la mesure, mais aussi dans le management de l'expérience client. On travaille en B2B depuis plus de 10 ans pour des acteurs dans l'immobilier, dans le négoce, dans le BTP, sur de la mesure et de l'animation expérience client. Merci. Et donc, moi, je suis Flavien Douetto, je suis un des 2 cofondateurs d'Hublot. On n'est pas encore 200 au sein d'Hublot, mais ça va arriver. Et donc, on est un logiciel de gestion locative. On accompagne déjà des bailleurs sociaux, des associations, mais également des acteurs privés, en essayant de proposer des interfaces fluides et belles
même si on parle d'un outil métier. Et on a eu l'occasion de se rencontrer avec Verton quand on a remporté un de leurs concours dédié aux startups. Et donc depuis, on essaye de travailler ensemble sur pas mal de thématiques, mais avec comme enjeu principal, c'est comment repositionner le client comme un élément clé dans la gestion locative, notamment pour les bailleurs sociaux. On va donc débuter et l'idée c'est qu'on va suivre un parcours assez scolaire. On va essayer d'abord de vous donner des éléments sur la méthodologie de l'étude pour qu'on partage les chiffres, comment ça a été réalisé. Et après, on va un peu dérouler en vous reparlant un peu du parcours client qui est un peu notre leitmotiv durant cette étude et vous présenter systématiquement les résultats et ensuite avoir un temps d'échange notamment sur la conclusion pour recueillir un peu vos éléments. Je laisse la parole à Aline sur la partie étude. Oui, alors du coup, c'est vrai qu'on a accompagné Hublot et Verton sur la mise en place de l'étude, notamment sur tout ce qui est méthodologie, l'échantillon à interroger, le questionnaire et les résultats. Et donc l'objectif ici, c'était vraiment d'aller interroger un échantillon représentatif des locataires sociaux et de venir les interroger sur tout leur parcours. Donc on verra dans le déroulement de la présentation. On a posé des questions sur la recherche et l'acquisition du logement. Est-ce que c'est facile? Quels sont les moyens de contact? Les délais pour la prise de rendez-vous? Ensuite, la vie du logement. Est-ce qu'il y a des difficultés rencontrées? S'il y a des difficultés, comment on les remonte? Est-ce que c'est simple ou pas? Est-ce que l'accession à la propriété est connue des locataires? Et bien sûr, on a posé des questions de satisfaction générale, mais aussi sur différents points du parcours. Donc plus précisément au niveau des répondants, donc de l'échantillon des répondants, on a 500 répondants, donc un échantillon robuste de répondants qui sont représentatifs de la population HLM sur deux principaux critères que sont l'âge et la situation personnelle. Donc ici, effectivement, vous voyez sur le graphique au niveau de l'âge il y a une bonne répartition, donc on est à peu près sur 22% de moins de 35 ans, 21% 35-44, 22% 45-54, 17% 55-64 et 19% 65 ans et plus. Donc là, on colle vraiment aux critères INSEE. Même chose sur la situation personnelle, où on a un peu plus de 40% de personnes seules, 14% de couples sans enfants, 25% de couples avec enfants et un cinquième de familles monoparentales. Au-delà de ces deux critères, on a posé d'autres questions pour les qualifier, bien entendu, à savoir depuis combien de temps ils étaient dans leur logement, donc au niveau de l'ancienneté. Ce qu'on voit, c'est que beaucoup d'entre eux occupent leur logement depuis plus de 5 ans. Et au niveau des revenus, on leur a également posé quels étaient les revenus du foyer. Et là, on voit que pour plus de la moitié d'entre eux, les revenus sont inférieurs à 20 000 euros. Merci beaucoup. Et pour compléter un tout petit peu, ce qu'on a essayé de répliquer dans cette étude, c'est le parcours client un peu traditionnel, c'est-à-dire de je cherche un logement à je constitue mon dossier et en fait je vis et je fais la sortie, avec à chaque fois des focus un peu plus particuliers qu'on viendra. Mais le sujet, c'est que par exemple, on s'est posé la question de est-ce que les gens connaissaient l'accession à la propriété, quels étaient également les points de friction, en essayant de voir et d'aller identifier aussi des choses qu'on présupposait. Alors, parfois, on a eu tort, mais on a essayé aussi de se dire, bon, on avait peut-être des hypothèses de départ en disant c'est peut-être un sujet, et on a eu quelques étonnements. Et vraiment, on a essayé, comme l'a présenté Aline, d'avoir le schéma le plus représentatif. Notre enjeu aussi, c'est d'essayer de se dire, est-ce qu'on peut prendre des gens qui sont en zone tendue, non tendue, un peu tous les bailleurs pour essayer de donner quelque chose qui semble refléter la réalité du marché avec l'entièreté des bailleurs présents. Je laisse la parole maintenant à Patrick pour donner quelques éléments déjà génériques sur les premiers résultats. Oui, les premiers éléments de synthèse de l'étude, on a aujourd'hui quand même la majorité des locataires qui sont satisfaits de leur logement, c'est 66%. Et les points forts qui sont cités, c'est l'emplacement, qui est considéré comme très important, des coûts donc qui sont vraiment liés au prix, qui sont intéressants, et aussi une bonne ambiance avec les autres locataires. Donc c'est les trois sujets qui sont considérés comme importants: emplacement, coût et bonne ambiance, qui permettent d'avoir une bonne satisfaction de vos locataires dans leur logement. Deuxième sujet, c'est effectivement le prix.
sans surprise. Et dernier sujet, c'est on a posé la question de savoir s'ils envisageraient de quitter leur logement dans les mois à venir. Donc à 80%, la réponse est plutôt non, parce que d'une part, ils sont satisfaits de leur logement, et par ailleurs, voilà, on est aussi peut-être aussi à des périodes de vie où ils n'ont pas forcément des mouvements familiaux. En tout cas, ceux qui souhaitent quitter leur logement, c'est soit parce que le logement ne leur convient plus à hauteur de 50%, et 27% pour des motifs de changement familiaux. Voilà. Autre élément qu'on a regardé, c'est la qualité de la relation client avec leur bailleur. Donc là, on peut toujours voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. On a plutôt noté qu'il y avait 38% pardon, des locataires qui ne sont pas satisfaits. Donc ça veut dire que 62% sont satisfaits de leur logement, ce qui est bien, et de leur qualité avec leur bailleur social. Maintenant, si on regarde par rapport à d'autres secteurs, on est souvent sur des points de satisfaction à 75-80%, en tout cas en objectif pour les entreprises. Donc là, ce qu'on se dit avec Hublot et Calimétrie, c'est que vous pouvez sans doute collectivement gagner peut-être 10 à 15 points de satisfaction par rapport à la qualité de la relation client, parce que vous êtes un peu en dessous des métriques traditionnelles qu'on a dans d'autres secteurs. Et le dernier point en synthèse sur lequel on reviendra, c'est toute la partie réactivité qu'on a également interrogée, où aujourd'hui on est sur un 50-50, on va dire. Donc 50% de vos locataires sont satisfaits et 50% aimeraient plus de réactivité. Et on va le voir dans un instant, ça dépend aussi des phases que vit le locataire par rapport au parcours client. Et ce qui est, peut-être pour compléter, ce qu'on a essayé à chaque fois de comparer, c'est aussi de regarder en regard d'autres secteurs. C'est quelque chose qui est aussi intéressant. Mais globalement, ce qu'on peut voir, c'est que le travail est plutôt bien fait. C'est-à-dire que sur le cœur de métier, à savoir, est-ce que vous êtes content d'avoir un logement, et sur les critères principaux qui sont quand même le prix et la localisation, on voit qu'en fait, la mission est plutôt remplie. Par contre, ce qu'on a constaté en premier élément de souffrance, ou en tout cas d'irritation, ça va être sur de la lenteur ou de l'incompréhension. Et un des premiers éléments qu'on constate dans la lenteur, c'est dans la première entrée en relation. Et en fait, on voit qu'il y a eu souvent un délai très important entre la première demande et la première réponse, entre guillemets. Donc évidemment, ce délai, en plus, il est assez différencié en fonction de zone tendue, non tendue. Et ensuite, il y a un délai complémentaire sur l'attribution en elle-même du logement. Mais en dehors de ce cas-là, qui est un peu compliqué pour vous de gérer vraiment, parce que il y a un déficit d'offres éventuellement, donc difficile d'aller vraiment beaucoup plus vite. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au final, quand on creuse sur des questions, on va dire secondaires, on voit par contre qu'il y a des choses qui sont pénibles et qui peuvent être modifiables. Une des grandes thématiques, c'est en fait le fait qu'on nous demande plusieurs fois l'information. Donc il y a évidemment des choses qui sont liées au délai, puisque si j'ai un délai long, en fait, il faut mettre à jour les pièces. Donc, on va me redemander des pièces, mais à jour. Mais quand même, ça fait un surplus. Mais de manière générale, on a souvent plusieurs fois la même information qui est demandée. Et elle est due à plusieurs raisons, sans rentrer dans tous les détails. Mais ça peut être des systèmes d'information qui ne communiquent pas, des personnes complémentaires ou un système de collecte qui base plutôt sur des échanges qui ne seraient pas centralisés au niveau d'un centre de relations clients. Et on voit qu'il y a quand même toujours, apparaît, une petite pédagogie, c'est-à-dire que parfois il y a une incompréhension sur les éléments demandés. Donc on va dire que dans la partie entrée locataire, en tout cas même avant, dans la partie collecte de pièces, il y a du travail à faire sur un sentiment assez important de multiples saisies de la même information, côté locataire en tout cas. Et ce qui est par contre assez intéressant, c'est qu'au final, on avait essayé de creuser un tout petit peu, notamment, est-ce que le paiement en ligne est un problème ou autre ? C'est plutôt non satisfaisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que, par exemple, les premiers paiements ne sont pas forcément une problématique. Ce qu'on constate, par contre, c'est qu'il y a dans la démarche du locataire une volonté peut-être de diversifier les sources de paiement et surtout d'avoir quelque chose qui est vraiment accessible, notamment de leur extranet locataire. Donc, il y a des choses qui ont été relevées. Donc, ce n'est pas la majorité, c'est plutôt un bout. Si on reprend un peu les métriques que vous voyez,
c'est 82 personnes sur lesquelles ils ont exprimé une difficulté. Et donc, ce n'est pas la majorité, c'est un bout. Mais par contre, quand on creuse, en essayant de comprendre, la difficulté qui a été indiquée sur le paiement, c'est le côté en ligne, et sur le fait de ne pas avoir des éléments complémentaires. Donc, on voit émerger, et je pense que vous l'avez peut-être déjà mis en place, des notions qui arrivent sur des sites d'e-commerce ou autres, la notion de pay by link, c'est-à-dire le fait de, quand je clique sur un lien, me permet en fait de choisir la méthode de paiement, prélèvement, virement, carte bancaire. Mais en tout cas, c'est une des thématiques sur lesquelles voir. Je profite juste de réagir. Aurélie a posé une question. Oui, j'aurais dû vous le repréciser. On va vous transmettre la présentation par la suite. Et d'ailleurs, durant l'échange, si jamais vous avez des questions complémentaires, vous pouvez également les poser. On pourra rajouter des slides. On a volontairement, entre guillemets, coupé certains éléments de l'étude. Mais si jamais il y a des questions qui vous intéressent, on ira un peu plus en détail. Ce qui nous a intéressé aussi, dans la démarche de l'étude, c'est essayer de creuser certaines thématiques qui apparaissent. C'est-à-dire qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a une réflexion globale du secteur sur quel est exactement le rôle du bailleur social. Et on voit qu'il y a une extension possible et qu'il y a un travail à faire sur la délimitation. Et on constate qu'aujourd'hui, quand je suis un acteur social, en fait, je vais faire du logement intermédiaire, je vais peut-être faire du co-living, de la résidence étudiante, et je vais essayer de développer des nouveaux produits, et notamment la notion d'accession à la propriété, puisque une des missions éventuelles du bailleur social, c'est d'essayer de faire en sorte que son parc tourne et que également des gens qui étaient locataires puissent devenir propriétaires. Et donc, on a interrogé sur deux thématiques. Est-ce que les locataires sont au courant de ce dispositif et est-ce qu'ils savent comment, on va dire, le mettre en place, ou en tout cas l'utiliser? On voit qu'on est à 2/3 au courant. Donc, les gens connaissent, en tout cas en partie, qu'il existe un dispositif permettant d'accéder à la propriété. Par contre, si on va un peu plus loin en disant « mais est-ce que vous savez concrètement comment le faire ?» Là, c'est clairement non. Donc, on voit que sur cette thématique-là, et il y en a d'autres évidemment, il y a un besoin très clair de pédagogie et d'accompagnement sur ces éléments-là, avec des choses qui sont un tout petit peu nouvelles et encore méconnues pour la partie des locataires. Et ça, nous, on l'a aussi expérimenté chez certains bailleurs. On a pris là, dans la slide qu'on vous présente, un exemple d'un bailleur à Épinal qui s'appelle Vogelis, qui a historiquement une filiale sur cette thématique-là qui s'appelle Neobilis. Et eux aussi avaient des multiples enjeux. Qu'est-ce qu'on constate en fait de manière générale sur cette thématique de l'accession à la propriété et de manière un peu plus large sur les nouveaux produits? C'est qu'on se retrouve à un endroit où il y a un sujet d'organisation. En fait, c'est un nouveau métier pour l'organisation. Et donc, il y a un peu de conduite du changement et de mise à place des process. Il y a un enjeu de relation vis-à-vis des parties prenantes, en particulier du locataire ou autre, qui est aussi un peu nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, on change également la dimension de la relation et il y a une thématique d'outils. Et je le répète à longueur de journée, ces trois enjeux doivent être pris ensemble si on veut qu'un projet aboutisse. C'est-à-dire qu'un outil, même si j'aime beaucoup Hublot, il est très fluide, ne peut pas marcher s'il n'y a pas eu une thématique de réflexion sur la conduite du changement, d'organisation de process et une réflexion sur le positionnement qu'on veut avoir avec les différentes parties prenantes. C'est ce qu'on a essayé de résoudre. Et pour ça, il y a des méthodologies qui existent, qu'on appelle souvent les méthodes agiles, de co-conception, méthodologie design thinking. Mais de manière générale, ça revient à se dire, de se poser en disant qu'est-ce que j'aurais envie de faire, de comprendre un peu mon organisation et de poser à plat cet élément-là et ensuite de parler d'un outil. Mais c'est un enjeu qui est essentiel, car si demain on veut faire évoluer le rôle ou en tout cas mettre en place des nouvelles choses, il faut impérativement avoir cette démarche-là, sinon ça ne peut pas se développer. Aujourd'hui, il y a une très grande difficulté sur des acteurs du bailleur social d'avoir une démarche d'expérimentation, de dire comment je peux tester des choses, et ensuite de passage à l'échelle, c'est-à-dire comment je peux automatiser. Et par exemple, chez Neobilis, le sujet, c'est que c'était une équipe réduite qui faisait à la main tous les éléments papier. Et c'est impossible, en fait, d'arriver à des objectifs de centaines de dossiers si, en fait, tout le process est papier. Donc, c'est un des enjeux sur lequel, notamment sur cette démarche-là, l'objectif est d'arriver à automatiser le process d'accession à la propriété. C'est une thématique qui est très forte. On a échangé avec beaucoup d'organismes de foncier solidaire, donc toutes les thématiques que je simplifie autour de l'accession à la propriété, mais qui peut être en multiproduit, est aujourd'hui, je pense, un enjeu majeur et c'est
quasiment le moment de se pencher dessus. Et juste pour continuer un tout petit peu sur cette thématique-là, ce qu'on a essayé de regarder aussi, c'était quels étaient les éléments de frustration sur cette notion de réactivité. C'est-à-dire que les gens sont contents du prix, les gens sont contents de l'emplacement, mais par contre, ils ont une insatisfaction sur cette notion de réactivité. Et cette notion de réactivité, elle est exprimée en particulier dans le moment de l'attribution et la recherche de logement. Donc ça, c'est ce qu'on voit. Et en fait, je pense qu'un des enjeux quand on parle de réactivité, c'est surtout comment je gère le flou ou l'incertitude. On a déjà eu l'occasion d'échanger avec d'autres bailleurs sociaux, donc on voit un peu l'enjeu, c'est que parfois, vous n'avez pas grand-chose à communiquer. En fait, il n'y a pas d'appartement disponible, donc comment gérer ça? Ça veut donc dire qu'il faut réfléchir sur comment je veux organiser cet élément-là pour en fait continuer d'avoir une communication entre guillemets beaucoup plus proactive pour montrer qu'en fait, les gens travaillent, c'est juste que malheureusement, je n'ai pas d'éléments. Après, il y a peut-être des démarches à avoir un peu différentes sur se dire est-ce que je peux faire d'autres propositions par rapport à la demande initiale. Mais en tout cas, on voit qu'un des points de frustration, un des tout premiers, c'est quasiment dès le début de l'entrée en relation, c'est de se dire en fait, j'ai l'impression qu'ils ne me répondent pas ou je ne sais pas où en est ma demande. Je laisse peut-être Patrick. Ouais, ensuite on a regardé effectivement quels étaient l'ensemble des canaux que vous mettez à disposition vis-à-vis de vos locataires ou futurs locataires. Donc, effectivement, on a un certain nombre et c'est assez en lien avec ce qu'on voit dans d'autres secteurs puisque aujourd'hui on est à peu près à 6-7 canaux relationnels utilisés en moyenne dans le secteur privé et dans d'autres secteurs. Donc on est relativement en ligne par rapport à ce que vous proposez. Ce qui est intéressant, c'est de toujours piloter quand même la manière dont les canaux sont utilisés, parce qu'un canal de relation client, ça coûte de l'argent. Alors ça permet aussi de satisfaire un client par rapport à sa préférence ou par rapport aussi au moment où il vous contacte. Donc si je suis dans la rue, je vais peut-être contacter effectivement par téléphone ou via une application. Alors que si je suis chez moi, ce sera peut-être plus simple d'envoyer un courrier ou sur un espace client en ligne. Donc, il ne faut pas opposer les canaux et ils dépendent bien entendu des personnes, potentiellement de leur âge ou de leur affinité avec le digital. Donc, c'est ce qu'on voit ici où on a plutôt des personnes âgées qui privilégient les contacts physiques et des plus jeunes qui privilégient les contacts dématérialisés. Mais c'est aussi important de tenir compte des moments de vie pour lesquels on vous contacte. Et en tout cas, ce qui ressort et ce qui est sans doute assez intuitif, c'est que sur la recherche du logement, on est majoritairement sur du contact physique et du contact téléphone parce qu'il y a besoin d'interaction, il y a besoin de comprendre, c'est ce que disait Flavien à l'instant, et il y a besoin d'avoir un échange en temps réel, ce qui est sans doute moins simple par d'autres types de canaux. Et si on reprend encore un peu un cas d'usage qu'on a constaté, c'est le cas classique est celui de la signature du contrat de bail. Qui, si j'élargis là encore un tout petit peu, c'est comment je mets en place un process de onboarding de mes locataires. Et l'enjeu qu'il y a, c'est comment pour un bailleur gérer la multiplicité de son parc. En fait, c'est ça qui est beau. Quand je suis bailleur, en fait, je représente l'ensemble des Français, du plus jeune au plus âgé, avec différentes catégories socio-professionnelles. Et un des enjeux aujourd'hui, c'est que une part de plus en plus importante de la population veut des éléments en ligne, c'est-à-dire veut un process de collecte et d'échange, mais qui doit se compléter avec forcément toujours la disposition d'un élément papier ou en tout cas de présence physique, et avec éventuellement quelle est la stratégie que je veux mettre en place. C'est-à-dire, quelle est aujourd'hui la volonté que je veux mettre ou le symbole que je veux mettre en place quand quelqu'un arrive, est-ce que je veux symboliquement qu'il y ait une sorte d'échange de clés ou de signature à un endroit physique. Et donc, on a fait cette démarche-là, notamment avec Maison et Cité. Maison et Cité, c'est intéressant parce qu'en plus, il y a une dimension géographique à prendre en compte. Évidemment, dans le Nord, la population est en plus grande précarité en pourcentage relatif. Et donc, il y a des enjeux de savoir comment je positionne un parcours en ligne vis-à-vis d'une population en très grande précarité. Et l'enjeu, quand on a commencé avec Maison et Cité, c'est qu'au départ, la réflexion était orientée uniquement outil. C'était de se dire, je veux mettre en place un outil de signature électronique. Tiens, je vais d'ailleurs développer un outil de signature électronique. Ce qu'on a essayé de faire avec ce projet-là, c'est justement prendre de recul et de se dire, est-ce que l'enjeu est vraiment l'outil de signature électronique ou l'enjeu est de réfléchir à quel est le parcours que je souhaite mettre en place avec les différents canaux qui me sont à ma disposition
lors de la contractualisation. Et c'est ce qu'on a essayé, encore avec, au départ, des ateliers pour bien définir et réfléchir, et ensuite pouvoir déployer ces éléments-là. Et je pense que ça, c'est un des enjeux. Un canal ne remplace pas un autre, mais le complète. Et aujourd'hui, il est nécessaire de mettre en place en fait cette logique de signature électronique, mais dans une logique de parcours utilisateur. C'est-à-dire qu'en fait, la signature électronique, elle est possible que si on récupère des informations pour pré-remplir le document, pour le signer en ligne. Sinon, on ne gagne pas forcément de temps. Et je pense que c'est un des enjeux, c'est-à-dire d'arriver à faire en sorte qu'au travers de cette réflexion de parcours utilisateur, on arrive à appliquer la stratégie voulue au sein de l'organisation et on arrive ensuite à sélectionner des outils qui gardent cet aspect parcours utilisateur assez simple. Et au final, pour être honnête, la signature en ligne, elle remplace quand même beaucoup d'éléments papier et la plupart des gens en précarité ont toujours un souhait ou d'avoir un smartphone ou un élément. Donc souvent, je pense qu'il ne faut pas opposer précarité avec outils numériques. Il faut plutôt réfléchir sur quel est l'accompagnement humain que je veux avoir autour, mais qui est un peu indépendant de l'outil sélectionné. Je redonne la parole. On a regardé ensuite les fréquences de réponse, ou en tout cas les fréquences d'interaction de vos locataires avec vous. On est sur on va dire une fréquence qui est relativement commune à d'autres secteurs, puisque on a en gros 48%, presque 50% des répondants qui vous contactent une fois ou moins. Donc c'est 33% une fois par an et 15% qui ne contactent pas, donc c'est à peu près 50%. Donc ça veut dire que les interactions, elles ne sont pas si fréquentes que ça. Et ce qu'on voit également, c'est que il y en a peut-être 45% qui vous contactent 2 à 3 fois, voire 4 à 10 fois par an, et même certains plus de 10 fois par an. Donc on imagine que c'est sans doute lié à des soucis, à des réclamations, à des problèmes à résoudre. Donc ce qui est certain, c'est qu'il y a un besoin de démoyenniser et d'avoir une attention particulière à ceux qui vous contactent régulièrement, en faisant des analyses de flux, en comprenant pourquoi un locataire va vous recontacter régulièrement. Est-ce que c'est des sujets de non-compréhension de sa demande? Est-ce que c'est des sujets de manque de proactivité ou de réactivité chez vous? Ça, on ne sait pas le dire dans l'étude qu'on a menée. Mais en tout cas, voilà, on a quand même un certain nombre de vos locataires qui vous contactent très régulièrement et donc pour lesquels on peut penser que c'est lié à des réclamations ou peut-être aussi des sujets de besoin d'information sans que ce soit de la réclamation. Et on a regardé aussi quels étaient les canaux pour vous contacter, donc au moment où le locataire est dans son logement. Donc on retrouve majoritairement le téléphone, le contact physique et l'email, qui sont les canaux traditionnels. On a les canaux digitaux qui sont utilisés aussi à hauteur de peut-être 32%, mais qui restent encore minoritaires aujourd'hui pour entrer en relation avec vous. Et ce qui est peut-être lié aussi à leur positionnement de départ. Très rapidement sur ce sujet, on l'a vu tout à l'heure sur la satisfaction. Donc on voit que sur la relation entre vous et vos locataires, il y a à peu près 50%, un peu plus dans 60% de satisfaits et un peu moins de 40% de non satisfaits. Donc là-dessus, il y a des choses à faire pour améliorer ça. On disait 75% à 80% de taux de satisfaction de manière générale dans d'autres secteurs. Donc il y a un travail à faire. Et sur la réactivité, c'est ce qu'évoquait Flavien tout à l'heure, c'est quand même quelque chose à décorréler des étapes du parcours, parce qu'il y a peut-être des sujets de réactivité au démarrage pendant la recherche du logement, qui sont des sujets pour lesquels vous n'avez pas forcément toujours la main, si ce n'est de dire qu'il n'y a pas forcément de logement disponible, donc interagir même si vous n'avez pas la réponse concrète à la demande du client. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder si à d'autres moments, quand le locataire est vraiment au sein de son logement, s'il y a des sujets de réactivité. On a une question juste très rapidement de Marichka. Elle voulait savoir dans quelle catégorie sont regroupés les réseaux sociaux et chatbots. Je pense dans la manière des outils pour la gestion du logement. Est-ce qu'elles étaient dans l'espace client en ligne ou elles étaient dans d'autres éléments? Et on peut peut-être, je ne sais pas si on a la réponse là, sinon on lui reviendra. Je pense, Aline, tu as la réponse éventuellement? Je ne l'ai pas là immédiatement, mais je vais regarder. On va regarder. Et d'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur la question. Il y a une évolution assez majeure en ce moment technologique sur cette notion de chatbot et de réseaux sociaux, gestion des réseaux sociaux. Je pense que tout le monde a vu passer les évolutions sur l'IA générative.
Et je pense que, et je ne suis pas éditeur de solutions dans cette thématique-là, mais je pense que notamment pour les gens qui regardent ces enjeux-là, il y a des évolutions majeures. Aujourd'hui, en quelques clics, on peut déployer des chatbots basés sur des bases de connaissances. Il est aujourd'hui possible d'avoir des choses qui interagissent sur les réseaux sociaux de manière, on va dire, sécurisée, mais qui permettent de gérer des demandes. Et ça, c'est un enjeu, je pense, que dans quelques années, et même plutôt quelques mois, il y a des alternatives très intéressantes liées à l'IA générative pour gérer notamment les contacts chatbot ou réseaux sociaux. En tout cas, je le vois, ça apparaît déjà dans quelques secteurs, mais je pense qu'aujourd'hui, regarder l'IA générative pour les chatbots et les réseaux sociaux, c'est genre pas indispensable, mais c'est des choses qui sont très, très intéressantes avec une capacité de sécuriser l'information et vos bases de connaissances éventuelles. Je ferme ma parenthèse et je relaisse la parole à Aline sur la suite. Oui, du coup, c'est vrai qu'un des enjeux dont on parle depuis le début de la présentation en fil rouge, c'est vraiment de remettre le locataire au centre de la relation et du parcours et de fluidifier aussi ce parcours, notamment au niveau des interactions. Et là, donc, un cas d'usage, c'est ce qu'on a travaillé avec une filiale du groupe Action Logement qui se rendait compte que les agences étaient un peu vieillissantes et ils voulaient vraiment repenser l'agence de demain. Alors, quand on parle d'agence, on ne parle pas uniquement du lieu physique, c'est vraiment l'agence et le parcours des locataires, etc. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est vraiment reparti des usages, un peu comme ce qu'on vient de voir tout au long de la présentation, comment ça se passe, ce dont les locataires ont besoin, etc., pour imaginer justement demain l'agence, les services associés, les contacts, les moyens de communication associés. Et pour ça, on a fait des groupes de créativité et on a embarqué, bien entendu, les locataires, mais aussi les collaborateurs, parce que c'est quand même hyper important d'avoir le point de vue locataire, mais aussi le point de vue collaborateur pour qu'ensuite la mise en œuvre, etc., soit plus simple, soit plus acceptée par les collaborateurs. Et ce qu'il en ressort, c'est que bien évidemment, on a parlé de l'agence, du mobilier, de l'accueil, du parcours d'accueil en agence, mais pas que. Il y a aussi quand même beaucoup d'outils digitaux qui ont été évoqués, de mettre en place des bornes, mettre en place une application. On parlait du chat, il y a du chat qui a été évoqué, des visites virtuelles. Donc, c'est vrai que tout ce qui est online a été beaucoup plébiscité par les locataires et aussi les collaborateurs. Donc, c'est vraiment, comme on le disait, combiner les différents moyens de communication et de contact pour les locataires. Un autre cas très rapide qui est dans la même veine, on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de canaux de contact qui sont utilisés dans tous les secteurs et également dans le vôtre. Ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir regarder quels sont les motifs de contact de vos locataires, quels sont les canaux qu'ils utilisent pour tel ou tel motif de contact, et notamment comment est-ce qu'on peut réorienter des flux quand on a des flux qui peuvent augmenter ou être très importants. Donc là, c'est une mission qu'on a fait pour Plurial Novilia, où l'objectif, c'était de faire un bilan de la relation client et de regarder quels pouvaient être les axes d'amélioration, soit d'un point de vue satisfaction client, qui est quand même un premier sujet quand on parle de relation client, mais également d'efficacité, donc là, efficacité des équipes service client, et potentiellement des gains de coûts aussi, parce que exploiter un grand nombre de canaux, c'est très bien pour pouvoir satisfaire le client, mais derrière, ça pose des questions aussi d'investissement à mettre en place ou de coûts de personnes aussi qui vont gérer ces canaux dans les équipes. Et donc, ce qu'ils nous ont demandé, ce qu'on a mené, c'est de faire l'inventaire des canaux. Donc, ils avaient 12 canaux, d'interroger aussi les équipes sièges, les équipes en agence, puisqu'on parle aussi de la relation de client de proximité avec les personnes physiques qui répondent aux questions, et d'analyser l'ensemble des données du service client pour regarder quelles étaient les poches de productivité et la manière dont on pouvait aussi notamment améliorer l'efficacité du service client, notamment pour tout ce qui est appel récurrent de certains clients. Quand un locataire vous appelle 5 fois, c'est intéressant de pouvoir l'isoler dans une séquence d'appels pour derrière comprendre pourquoi il appelle 5 fois et qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir tout simplement répondre à sa question plus rapidement ou voir avec le téléconseiller ce qui aurait pu être fait de mieux. Donc ça, c'est des sujets qui sont intéressants à mener. Et ça a permis ensuite de cartographier les parcours clients et surtout de faire une recommandation sur
la manière dont la relation client doit s'améliorer dans les prochaines années pour ce bailleur. Et un point aussi qui est important pour zoomer cette fois-ci sur un cas classique d'un irritant. En fait, la grande difficulté qu'il y a aujourd'hui dans la gestion des incidents chez un bailleur social, c'est comment je communique à vraiment toutes les parties prenantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant très longtemps, dans les entreprises, il y avait une approche en silo. Donc chaque département était un peu isolé, chaque département avait son outil et n'avait pas été mis en exergue l'importance de réfléchir sur les points de communication dans une logique de parcours client. Un des enjeux étant souvent de se dire, par exemple, si j'ai un problème de remontée d'incident, ce n'est pas un enjeu d'outil, souvent c'est plutôt un enjeu de process. Et une des thématiques qu'on a, c'est que par exemple, quand on parle d'un problème technique, donc j'ai un problème d'électricité ou autre dans mon appartement, encore pire si c'est un élément lié à un élément collectif, j'ai un problème d'ascenseur, on s'aperçoit que le nombre de parties prenantes est hyper important. Il y a bien évidemment le locataire, il y a le technicien, ou en tout cas le prestataire externe qui va venir, il y a l'équipe locale sur place du bailleur, et il y a l'équipe éventuellement centrale relation client, et l'équipe, on va dire, patrimoine. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que par exemple, a été mis en place beaucoup d'éléments permettant de collecter de l'information terrain, donc des objets connectés, donc sur lequel aujourd'hui on a une réalité de temps réel sur des problèmes techniques de panne ou non, sauf que parfois n'a pas été déroulée la logique jusqu'à présent. Et le cas classique qu'on peut avoir, c'est j'ai par exemple une porte de parking qui est bloquée, ça marche avec un ascenseur. En fait, le sujet, c'est que souvent cette information-là, elle arrive très rapidement, on va dire, aux équipes. Alors, vous pouvez utiliser Inten, vous pouvez utiliser pas mal d'autres choses. L'idée, c'est que souvent, cette approche-là, maintenant, elle est un peu comprise. Sauf que la difficulté qu'il y a, c'est qu'ensuite, les autres parties prenantes ne sont pas forcément le cas. Et par exemple, moi, je suis copropriétaire, mais je peux être locataire. Je vais systématiquement essayer tout de suite de contacter la personne de mon bailleur ou autre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Soit je vais encore essayer d'appeler l'entreprise qui s'en charge, soit je vais essayer de contacter le gardien, soit je vais essayer d'écrire un email à la personne contactée ou je vais essayer d'appeler. Sauf que moi, je ne suis pas isolé. Les centaines de personnes cohabitant dans le même endroit vont faire la même chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu au préalable une communication en disant ne vous inquiétez pas, c'est pris en compte. Ce qui complète souvent la fichette papier que vous pouvez voir, mais bon, la fichette papier, elle se déchire et la fichette papier, pas tout le monde le lit quand il descend dans l'escalier. Et donc, un des enjeux qu'il faut avoir dans cette logique de remontée d'incident, c'est un exemple, mais qui représente un volume assez important de remontée ou de problématiques clients, c'est comment je fais en sorte de diffuser l'information à partir de notamment de cet élément-là. Et donc, ce qu'on a mis en place notamment avec des cas clients au travers de la plateforme d'Inten, c'est comment nous, Hublot, on récupère l'information pour s'occuper du canal qui est notamment l'aspect locataire avec notification email, éventuellement SMS et sur son extranet. Et l'enjeu, c'est d'avoir des choses donc où on reprend évidemment le besoin de chaque département ou personne d'avoir une interface un peu dédiée, mais de se dire que cette interface dédiée doit avoir une base d'informations commune sur laquelle on va restituer. Et donc là, l'exemple que je vous montre sur le slide, c'est qu'évidemment, la personne qui est sur la partie technique a besoin de beaucoup d'infos. Elle a besoin, s'il y a une panne de VMC, elle doit savoir le flux, elle doit savoir où ça se situe dans le bâtiment et autres. Un locataire, il s'en fout. Il veut juste savoir est-ce que c'est en panne ou non et il veut avoir l'information. Donc, c'est aussi très important dans la réflexion de communication et de remontée de se mettre vraiment à la place de l'utilisateur en disant quelle est l'information. Et aujourd'hui, un des enjeux, c'est qu'on voit que en dehors du sujet du choix du logement, le deuxième gros point de souffrance qui symbolise le manque de réactivité selon le locataire et des bailleurs, c'est le sujet des incidents techniques et des différents types d'incidents, en tout cas de remontée de problématiques. Et un des enjeux, c'est souvent quand on creuse, c'est pas du tout que les personnes sont lentes ou font pas le travail, c'est qu'il manque cette logique de push d'informations pour lequel on indique, on communique, on a une stratégie, entre guillemets, de communication volontaire en indiquant que des choses sont faites et sont en cours. Il y aura toujours des gens insatisfaits, mais au moins on évite d'avoir une légère saturation, en tout cas une remontée d'informations sur la même problématique. Et on va ouvrir un peu la thématique et je relaisse la parole à Patrick. Ouais, on a, donc pour changer de thématique, une dernière question qu'on a voulu poser à vos locataires, c'est le sujet des services. Donc, c'est pas directement lié à la relation client. Néanmoins, vous êtes dans un métier de service, donc c'était intéressant de savoir s'il y avait des demandes ou des besoins particuliers.
Donc ressortent certains services qui leur paraissent intéressants, contrat d'énergie, location d'espace et services de ménage. Il n'y a pas donc une demande, on va dire, forte d'autres services. Néanmoins, on est sur des sujets qui sont des fondamentaux. Et en fait, on a aussi interagi avec des bailleurs, par ailleurs, en complément de cette étude là récemment. Et on est convaincu que le sujet de la stratégie de service devient important et essentiel parce que votre modèle économique est en train de changer, donc pour générer des revenus complémentaires, et parce qu'on est persuadé aussi que vous avez un rôle à jouer pour améliorer la satisfaction de vos clients par ces services-là. Donc concrètement, ça peut être des contrats d'assurance. Voilà, il y a une mission en cours en ce moment chez nous auprès d'un assureur pour regarder dans quelle mesure il pourrait proposer des contrats d'assurance à des locataires, des bailleurs sociaux, mais également aux employés. Il y a le sujet de l'énergie, on vient de voir, le sujet du ménage, le sujet des résidences-services. En tout cas, la stratégie de service B2C nous paraît un élément intéressant dans une logique de revenus complémentaires. Ce que nous disent certains aussi, c'est que les services B2B pourraient être travaillés. Donc là, on sort un peu de la relation client aussi, mais plus dans une logique de plateformisation de certains services à destination d'autres bailleurs sociaux. La valorisation d'actifs aussi. Voilà, vous avez des actifs immobiliers. La question qui peut se poser, c'est est-ce que ça peut être intéressant de louer certains espaces à d'autres fins que le logement pour des professionnels ou des acteurs de la collectivité. Et le dernier sujet qui est pas tant du service, mais qui potentiellement peut générer du revenu complémentaire, et c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Flavien sur l'accession à la propriété, c'est comment est-ce qu'on développe le service d'activité commerciale et comment est-ce qu'on se professionnalise pour pouvoir vendre des logements et surtout identifier aussi les locataires qui sont en demande potentiellement d'accession à la propriété. Et Hublot le disait tout à l'heure, il y a un vrai sujet d'être en capacité de réconcilier l'offre et la demande sur ces sujets-là. Donc c'est un sujet de travail qui nous paraît intéressant. Et je complète juste avec j'aime bien donner des anecdotes, mais c'est des exemples concrets que j'ai avec des bailleurs parisiens sur cette thématique de quel est le rôle du bailleur au travers des services. J'ai le cas concret sur des promotions neuves, sur du logement intermédiaire, avec la mise à disposition d'espaces communs qui peuvent être des studios pour des familles qui viennent visiter ou pour la réservation d'espaces barbecue, où cette réservation n'est toujours pas faite au travers d'un calendrier en ligne, mais par échange d'emails avec des choses qui ne sont pas partagées, donc qui entraînent des blocages sur de l'exploitation, alors même que les espaces sont intéressants. Donc on est vraiment sur des choses qui sont en extension relativement naturelle, mais avec une approche un peu plus, entre guillemets, moderne d'exploitation. Et après, j'ai eu des cas récents de locataires subissant des dégâts des eaux très importants, rendant le logement inhabitable, et sur lequel, entre guillemets, naturellement, le bailleur social renvoie vers l'assureur du locataire, sauf que les assureurs, parfois, ne sont pas au rendez-vous. En tout cas, la police d'assurance souscrit ne répond pas aux enjeux. Et donc, pour moi, si on met à disposition un logement à une personne précaire et qu'elle se retrouve dans une situation difficile et que le retour est de renvoyer vers un assureur, à ce moment-là, il faut mettre, ou en tout cas prévoir un dispositif complet pour que le locataire bénéficie. Et c'est toujours le juste équilibre où il y a une vraie thématique économique, c'est-à-dire il faut développer des revenus complémentaires parce que c'est la pérennité, c'est logique. Il faut évidemment ne pas peut-être se fourvoyer et aller sur des thématiques où il y a même des enjeux légaux de prescription ou non de tels produits, mais par contre, on voit qu'il y a une demande des locataires et de notre perspective, il y a une logique à le faire. C'est des choses qui sont évidemment beaucoup plus exacerbées dans, par exemple, des pays anglo-saxons où déjà il y a des notions de communauté plus importantes. Vous allez aux États-Unis, vous partagez déjà la machine à laver, donc forcément, il faut mettre en place ces systèmes associés, mais il y a une thématique assez forte pour les bailleurs sociaux d'arriver à lancer là-dessus. Et point qui est important pour nous accompagner quelques acteurs privés, vous êtes plutôt en avance sur le logement social. Le logement social, et de manière générale au sens très large du terme, du social, vous avez plutôt des pratiques qui sont en avance par rapport aux acteurs du privé. C'est ça qui est aussi très intéressant, c'est qu'on trouve que l'innovation terrain, l'innovation sociale semble très importante dans le logement social. Pour conclure, on a synthétisé un peu les axes de travail qui nous paraissent intéressants. Et puis pour échanger avec vous là dans le quart d'heure qui nous reste,
Le sujet, effectivement, de la stratégie multicanale de la relation client, donc tout ce qui va être définition des parcours clients multicanaux, les cartographier et bien comprendre comment fonctionne sa relation client aujourd'hui. Tout ce qui est le développement serviciel, ce qu'on vient d'évoquer avec Flavien à l'instant, que ce soit par la stratégie commerciale, les canaux de commercialisation et tout ce qui est stratégie de service à destination des locataires. L'amélioration de l'efficacité, parce que c'est quand même un vrai sujet aussi d'argent. Comment est-ce qu'on arrive à mieux processer, à mieux opérer son métier de la relation client avec des flux qui sont mieux adressés et des processus qui sont bien écrits. Et puis tout ça peut poser aussi la question de la transformation de la culture client. Donc on sait qu'il y a plusieurs bailleurs qui ont lancé ces initiatives de transformation des postures et des attitudes dans la relation client de proximité notamment, avec des évolutions de rôle des gardiens, des médiateurs. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est aussi très intéressant puisque votre relation client, elle passe beaucoup par le physique, on l'a vu. Donc c'est important que les acteurs de la relation client puissent toujours progresser, même s'ils sont déjà très bons, en termes de posture et d'attitude et avec des managers en miroir qui aient les bonnes pratiques managériales. Donc ça peut poser des questions d'organisation aussi. Voilà les axes de travail majeurs et peut-être pour conclure et ensuite vous laisser la parole ou en tout cas les questions venir. Nous avec Hublot, effectivement, on travaille sur ces sujets-là en partenariat. Vous avez compris qu'on a deux métiers qui sont très complémentaires avec des interactions et un intérêt à vous accompagner de bout en bout sur la partie conseil relation client et la partie ensuite implémentation très concrète de cette relation client à travers le logiciel Hublot. Donc ça, c'est des éléments qu'on peut adresser avec vous de manière pragmatique et le gros avantage de manière assez rapide puisque il y a une forte agilité côté Hublot et chez Verton, on a aussi cette logique d'être assez agile pour vous proposer des missions qui soient le plus ajustées à vos besoins et à vos timings. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on vous laisse, on a un temps d'échange prévu si vous avez des questions. Donc, on est en mode un peu dictature, donc vous n'avez pas la caméra ni le micro. Donc, malheureusement, si vous voulez interagir, ça peut passer uniquement par le chat ou par la partie questions. On enverra bien évidemment les supports et on a bien noté pour Marichka la question complémentaire. On vous reviendra pour avoir les éléments. Vous pouvez bien là aussi poser des questions sur des choses complémentaires. Et dans le travail de cette étude, j'en profite aussi pour préciser qu'on a déjà interagi avec un certain nombre de bailleurs. Moi, ce qui m'a marqué dans les réflexions qu'on a eues, c'était deux choses. On s'aperçoit qu'il y a une vraie réflexion aujourd'hui sur l'apparition de nouveaux métiers au sein des bailleurs, notamment sur cette thématique un peu de commercialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je fais du logement intermédiaire ou quand je vais faire de l'accession à la propriété, en fait, je change un peu mon rôle puisqu'il faut que j'aille chercher des nouvelles typologies de clients ou en tout cas avoir des éléments complémentaires, ce qui veut dire aussi avoir une réflexion marketing, avoir une réflexion au niveau de la donnée client qui pose beaucoup de questions structurelles, légales et autres et sur lesquelles on voit qu'il y a en tout cas un travail à réaliser. Et deuxième, et ça c'est plutôt un avis plus personnel, se pose toujours la question de comment s'organise cette réflexion de la relation client avec le positionnement des enquêtes obligatoires SLS-OPS. C'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans le logement social, vous avez donc une nécessité d'avoir des interrogations, en tout cas un échange avec vos locataires. Et au final, la thématique que je vois, selon moi, c'est que cette activité a été externalisée assez souvent, puisqu'en fait, c'est assez lourd en termes de back-office, puisqu'en fait, il faut envoyer du courrier, l'ouvrir, la numériser. Mais qu'au final, cette information-là, moi, je reste souvent un peu sur ma faim. Pourquoi ? Parce qu'elle est perçue uniquement sous un œil réglementaire. Donc, en fait, faut le faire. Elle a été pendant très longtemps organisée sous une thématique papier, pas du tout dans une démarche en ligne, de réflexion aussi sur comment j'organise les questions, comment je peux peut-être interagir de manière globale. Et surtout, elle n'est pas perçue du tout comme une sorte d'enquête de satisfaction continue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus, ça arrive d'un coup, il faut le faire, il y a une certaine contrainte. Et le dernier point, et c'est mon leitmotiv sur le segment du logement social, c'est en plus, il faut essayer de le réintégrer dans le vieux bousin de l'ERP. Et ça, ce qu'on voit systématiquement, c'est qu'au final, on a une perte assez forte de la traçabilité de la donnée, puisqu'aujourd'hui, il y a un enjeu qui fait le lien avec mon premier métier de commercialisation, un enjeu de la gestion de la donnée, qui permet en fait d'avoir une donnée qui n'est pas
de la donnée financière, qui est une sorte de donnée métier, une donnée métier qui est propre, qui est accessible à l'ensemble de l'organisation pour permettre de réaliser les actions. Et aujourd'hui, il y a une grande difficulté à l'heure actuelle d'avoir une base client propre, accessible à tout le monde, qui pourrait alimenter d'autres organisations. Je sais qu'évidemment, en fonction de votre taille d'entreprise, vous avez pu mettre en place plus ou moins des choses déjà très avancées avec des notions de data lake, middleware et autres, mais c'est une thématique assez importante pour arriver à répondre aux enjeux. Je tiens aussi à préciser, vous pouvez bien évidemment poser vos questions à tout moment. Également dans le cadre de ce webinaire, mais de manière pour les autres, si vous avez des enjeux qui vous intéressent, qu'on creuse, on peut tout à fait prévoir un nouveau webinaire sur lequel on ira un peu plus en détail sur des éléments. Là, on a fait un choix un peu fort, on a synthétisé, et on vous enverra également le contact d'Aline et de Patrick. Si vous avez des questions, si vous réalisez une nouvelle étude, vous pouvez faire confiance à Calimétrie. Et si vous avez des questions sur l'accompagnement, sur la partie notion de relation client et autres, bien évidemment, Vertom peut vous accompagner. Juste du coup pour répondre à la question de Marixa sur les réseaux sociaux et les chatbots. Alors les chatbots sont implicitement intégrés au niveau de espace client et les réseaux sociaux n'étaient pas proposés en clair, mais le répondant avait la possibilité de les évoquer puisqu'il y avait un poste autre où il pouvait nous préciser le canal de contact. Et c'est vrai que là, ça n'a pas été évoqué de façon spontanée. Alors peut-être aussi parce que c'est pas encore proposé très répandu aujourd'hui. En tout cas, les réseaux sociaux n'émergent pas au niveau de cette question de point de contact sur ce point-là. Et pour compléter, parce qu'on était sur les canaux, ce que je constate, là encore à vie très personnelle, c'est qu'on voit qu'il y a une demande sur les applications mobiles. C'est ce qu'on constatait, c'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel on a une attente. Quand on regarde la notation sur les stores, on voit que c'est assez déceptif. Je veux dire, aujourd'hui, on a tous un réflexe, on regarde la notation. Quand c'est au-dessus de 4, on sait que c'est bien. Quand c'est en dessous, c'est qu'il y a des légers problèmes. Je n'ai pas regardé, mais souvent, la dernière fois que j'avais vu, j'étais sur une notation moyenne entre 2,5 et 3,5 sur le secteur, ce qui est très faible, entre guillemets. Et quand j'ai regardé, moi j'adore regarder les commentaires des clients, parce que ça permet tout de suite de voir les points. Le premier chose qui était marquante, c'était leur incapacité de faire des actions ou d'un problème de synchronisation. Et ça, notamment, c'est ce que je constate sur les applications mobiles qui avaient été conçues une première fois. C'était comme il y avait une difficulté de se connecter avec l'ERP. Au final, ce qui était proposé aux locataires était relativement déceptif parce qu'en fait, si je ne peux pas vraiment mettre à jour mon information ou voir mes incidents et que j'ai des problèmes de connexion, à quoi me sert vraiment une application mobile? Et ça, pour moi, c'est un très bon exemple. C'est que je pense que l'application mobile est potentiellement un très bon outil, mais il est un très bon outil si en fait on a auparavant complètement creusé de comment jouer le positionnement de cette notion de portail locataire, en sachant qu'en plus, si je complète mon raisonnement, une application mobile aujourd'hui, elle a quelques avantages en notification, mais pas tant. Aujourd'hui, dans le développement informatique, on fait ce qu'on appelle des interfaces responsives. Donc, en fait, on se connecte avec un navigateur Internet sur un mobile et l'expérience peut être tout aussi satisfaisante. Donc, il y a aussi une réflexion de se dire qu'aujourd'hui, les technologies, je l'avais mentionné sur l'IA générative, mais c'est vrai sur beaucoup d'autres choses, rendent tout à fait possible à des coûts beaucoup plus raisonnables des axes qui pourraient améliorer le parcours client sans rentrer dans des choses trop spécifiques. Je répète aussi mon leitmotiv pendant très longtemps. Sur le développement informatique, je pense que éviter le spécifique permet d'éviter beaucoup d'emmerdes pour la suite, parce que qui dit développement spécifique dit énorme coût de maintenance par la suite. Je vois que François est en train de taper. Donc François mentionne qu'il y a un point qui a été non abordé. Il me lance sur un sujet que j'aime bien. De notre côté, c'est la barrière de la langue. Alors, ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai un peu été taquiné, le Crous notamment, et donc les résidences étudiantes. Aujourd'hui, en France, quand on accueille un résident étudiant, c'est en français. Et ça, pour moi, c'est un cas classique de problématique de parcours utilisateur.
En fait, c'est improbable d'imaginer, quand on a vocation à accueillir des gens d'un pays étranger, de proposer qu'une seule langue. Une fois que j'ai dit ça, il y a plusieurs. Donc, malheureusement, on l'a pas totalement creusé. Ça n'a pas été identifié, mais aussi parce qu'on a fait le sondage en français. Donc, il y a peut-être aussi, nous aussi, un biais sur qui répond. Néanmoins, oui, il y a un sujet de la barrière de la langue, en sachant que là encore, d'un point de vue informatique, c'est devenu ultra aisé de faire du multilingue. Pour que vous disiez, en fait, aujourd'hui, il y a un fichier de traduction en automatique. On peut aujourd'hui déployer très facilement en quasiment 160 langues. Il y aura bien évidemment des correctifs à apporter, mais un des enjeux qu'il y a à voir aujourd'hui, c'est que je pense que la barrière de la langue sur des personnes d'un certain âge, elle va en fait avec quelqu'un qui va accompagner dans un point physique, donc c'est un enjeu un peu différent. Par contre, aujourd'hui, il y a une barrière de la langue sur des populations plus jeunes qui utilisent que les outils numériques. Et donc, si aujourd'hui l'outil numérique n'est pas en capacité de proposer quelques langues, bah, ça pose des enjeux. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas abordé dans le cadre du logement social ces thématiques, mais dans mon œillère, je vois beaucoup de problématiques sur l'accueil d'étudiants étrangers aujourd'hui avec des process qui sont uniquement dans la langue française et pas du tout adaptés à des gens qui vont... En sachant que parfois le vocabulaire peut être assez complexe. Hein. Je veux dire, si quelqu'un ne connaît pas ce que ça veut dire dépôt de garantie en français, etc., tout l'enchaînement peut évidemment être un peu compliqué. Je vous propose de laisser encore 1 ou 2 minutes. Si jamais vous aussi vous avez des points non abordés et qui vous seraient intéressés, vous pouvez tout à fait réagir. Et sinon, on clôturera la session de webinaire. En plus, on est dans les temps, ce qui est plutôt pas mal, notamment quand on approche de l'heure du déjeuner. Je ne vois pas d'autres personnes en train de taper. Donc, ce que je vous propose, c'est de clôturer cette session de webinaire. Je remercie encore vraiment Aline et Patrick, aussi bien pour la présentation d'aujourd'hui que pour le travail qui a été fait en amont. Je remercie aux différentes personnes qui ont participé. Sachez que vous étiez, je crois qu'on a eu 17 ou 19 bailleurs différents durant la session. Donc, vous avez, je pense, un sujet comme quoi c'est un sujet qui intéresse un peu tous les bailleurs. Et comme je vous l'ai dit, on vous envoie le support. Et si vous souhaitez creuser les sujets, n'hésitez pas à prendre contact. On mettra nos adresses de contact dans l'email qu'on vous fera parvenir. Et il y a un replay qui sera disponible, que vous pourrez tout à fait utiliser au sein de votre organisation si vous souhaitez échanger, peut-être réécouter, mais peut-être en accélérer l'intervention. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Très bonne journée. Bonne journée. Merci.